Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français consacré à la comédie musicale qui vous est présenté en partenariat avec le site Tony Comedy. Alors on est toujours les mêmes, Fanny et Anna, et on récidive avec le format gros plan, dans lequel on va croiser nos deux regards sur une même œuvre. Et quelle est cette œuvre, Fanny ? Alors aujourd'hui, le film dont on souhaite parler, c'est La Belle de Moscou, en version originale, Silk Stockings. Alors La Belle de Moscou, c'est une comédie musicale tardive de la MGM, c'est-à-dire que c'est plutôt vers la fin de la grande période classique du genre de la comédie musicale. C'est un film qui est donc sorti en 1957. Avec deux interprètes qui sont emblématiques du genre musical, donc Fred Astaire, indéboulonnable Fred Astaire en 57, qui traverse vraiment toute la période classique, parce que dans les années 30, il fait des films avec Ginger Rogers, et là, nous avons un Fred Astaire tout aussi jeune que ses débuts. Toujours fringant. Toujours fringant. Et donc Fred Astaire qui est ici accompagné de Sitch Harris. On a déjà parlé de Sitch Harris longuement lors du podcast. Notamment de son entrejambe, si vous avez envie d'aller écouter ça, dans l'épisode sur Chantons sous la pluie. Et Fred Astaire et Sitch Harris avaient bien sûr déjà été réunis en 1953 dans Tous en scène, autre grand classique du musical, dirigé par Vincente Minnelli. Alors Silk Stockings, c'est une adaptation d'une comédie musicale sur scène, donc une comédie musicale de 1955, qui ne s'est pas beaucoup rejouée depuis. La version scénique de Silk Stockings n'a pas été maintes fois reprise. Et dans cette pièce, on trouve notamment l'acteur Don Ameche, j'imagine que ça se prononce Amechi en anglais. Et alors Don Ameche, on ne s'en souvient peut-être pas tellement. Eh bien non, moi je ne le connaissais pas. Eh bien moi je le connaissais simplement pour quelques films musicaux qu'il a fait dans les années 40. Dans les années 40, il a joué dans pas mal de comédies musicales de la Fox, aux côtés de vedettes comme Alice Faye, Betty Grable, Carmen Miranda, et notamment aussi Charlotte Greenwood, dont on avait déjà parlé, donc dans des films comme Down Argentina Way en 1940 ou encore Moon Over Miami en 1941. Donc c'est un habitué, on va dire, des rôles de bellâtre qui, dans les comédies musicales, est souvent doublé pour sa voix chantée. En tout cas, dans Don Argentina Way, il est doublé par Carlos Albert. Et donc, Don Ameche, sur scène, partage l'affiche avec Hildegard Knef, une actrice allemande de théâtre qui n'était pas non plus une grande chanteuse. Et en fait, cette pièce de 55 est en fait elle-même adaptée d'un film non musical. Un film, en fait, un classique de 1939. Il s'agit du Ninotchka de Lubitsch, le fameux film où pour la première fois Greta Garbo rit, parce que dans le film, comme Sitch Harris dans Silk Stockings, elle se déride au fil du film, et dans ce film, elle laisse échapper un éclat de rire qui contraste en fait avec sa persona de l'époque. Donc, Silk Stockings, c'est pour résumer, d'abord un film de 1939, un film non musical, puis au milieu des années 50, une pièce de théâtre musicale, et enfin un film musical en 57, et c'est de cette œuvre-là dont on va vous parler. Et en fait, ce cheminement, film non musical, pièce musicale et comédie musicale filmée, c'est le même cheminement qu'un autre film, Hairspray, dont on parlera dans quelques semaines. Les chansons de cette comédie musicale sont écrites par Cole Porter, donc dans la version scénique comme dans la version filmique, bien évidemment. Il a même écrit pour le film 2 nouvelles chansons par rapport à la version sur scène. Et alors, qui est Cole Porter ? C'est l'un des... Cole Porter ? Je vais te le dire, Fanny. C'est l'un des grands songwriters de la comédie musicale américaine, à la fois sur scène et au cinéma, et notamment il a composé Anything Goes ou Kiss Me Kate, qui sont 2 œuvres très très connues. Et Silk Stockings, c'est une de ses dernières œuvres, il est mort peu de temps après. Alors le film, donc La Belle de Moscou, il a été réalisé par Rouben Mamoulian. Rouben Mamoulian, c'est un cinéaste qui est né à la fin du 19e siècle et qui est en fait arménien d'origine et qui est né en fait, il est né dans l'Empire russe, et un endroit qui se situe de nos jours en Géorgie. Et donc, il a connu en fait l'URSS. C'est important parce que cette pièce et ce film mentionnent l'URSS, ont un personnage soviétique, etc. On va vous expliquer le pitch dans peu de temps. Et il est arrivé à Hollywood en 1923. Il a travaillé tout autant au cinéma que sur scène.
Il a mis en scène des comédies musicales, et notamment il a été le premier metteur en scène d'œuvres assez connues comme Porgy and Bess en 1935, Oklahoma en 1943 ou encore Carousel en 1945. Et il a tourné plusieurs films qui sont devenus des classiques, et notamment un film avec Greta Garbo, qui s'appelle La Reine Christine en 1933. C'est le dernier film que Greta Garbo a tourné avec John Gilbert, qui avait été son fiancé et son partenaire à l'écran pendant la période du muet, et ce film a eu un énorme succès. Mamoulian a été également le réalisateur du film Love Me Tonight de 1932, qui est une comédie musicale avec Maurice Chevalier et Janet MacDonald. Et en fait, ce genre de film, parce que Love Me Tonight est presque un genre en soi, c'est un film au style opératique et en costume, donc vraiment une inspiration plutôt d'origine européenne. Et c'est tout un sous-genre en fait de la comédie musicale qui était très populaire dans le courant des années 30, à la même époque où en fait la Warner avait ses films avec Busby Berkeley, ses grands numéros kaléidoscopiques de Busby Berkeley. À la même époque où la RKO avait elle, Fred Astaire et Ginger Rogers, et bien ceux qui faisaient le succès de la MGM, c'était ces opérettes qui mettaient en vedette Janet MacDonald avec au choix Maurice Chevalier ou Nelson Eddy. Alors, Rouben Mamoulian, en fait, il fait partie de ces nombreux réalisateurs d'Europe de l'Est qui sont venus faire carrière à Hollywood pendant le Golden Age d'Hollywood. Parmi les autres exemples, on a Ernst Lubitsch lui-même, donc le réalisateur de Ninotchka, qui était allemand, Michael Curtis, le réalisateur de Casablanca, qui lui était hongrois, ou encore Fred Zinman, qui était autrichien. Donc ceux-là, ce sont des cinéastes qui sont arrivés dans les années 20 à Hollywood, et ensuite il y a eu, disons, une autre vague de cinéastes qui sont arrivés plus tard, fuyant le nazisme. Donc par exemple, on a Fritz Lang, Douglas Sirk ou encore Billy Wilder. Et pour terminer sur Rouben Mamoulian, en fait, il a tourné avec différents studios, mais sa carrière s'est terminée un peu tôt, je dirais, parce que, en fait, Silk Stockings, La Belle de Moscou, c'est son dernier film. Il a commencé quelques autres films, visiblement, d'après ce que j'ai lu, mais à chaque fois, il s'est fait virer, si j'ai bien compris. Donc voilà, il s'agit de son dernier film, il avait 60 ans. Mais alors, Silk Stockings, Anna, de quoi ça parle ? Je vais essayer de vous résumer l'intrigue complexe de ce film. 3 agents soviétiques sont envoyés à Paris pour rapatrier un compositeur qui s'apprête à travailler pour l'Occident. Sauf qu'ils ne sont pas très compétents et qu'en plus, ils n'ont pas particulièrement envie de rentrer en URSS. Donc, on leur envoie la camarade Ninotchka pour les ramener fissa en URSS. Elle méprise tout ce que symbolise l'Occident, le luxe, le divertissement, le capitalisme. Mais elle va tomber sous le charme d'un producteur de cinéma qui va s'efforcer de lui montrer ce que tout ça peut avoir de séduisant et de beau. Alors, vous l'aurez compris, c'est un film qui ne va pas dans la demi-mesure à faire s'affronter URSS d'un côté et États-Unis de l'autre. Et évidemment, dans les années 50, ça prend une saveur particulière puisque c'est en pleine guerre froide qu'est remis au goût du jour ce film de 1939 dans une comédie musicale. Et donc ici, très clairement, les antagonismes entre États-Unis et URSS vont être traduits en musique et en danse. On a difficilement, je trouve, une illustration plus littérale que dans ce film, de ce principe de la comédie musicale, de traduire les enjeux idéologiques en musique et en danse. Et d'ailleurs, de façon assez amusante, à un moment donné, le personnage de Fred Astaire dit aux soviétiques qu'il cherche à convaincre, pensez un peu le rideau de fer dissous par la musique. Enfin, c'est vraiment un motif avoué du film. Et cette opposition entre États-Unis et URSS va se jouer sur un terrain tiers qui est celui de l'Europe et en particulier de la France avec un jeu très très manifeste sur l'exotisme parisien à fond. D'ailleurs la même année que Funny Face qui va aussi jouer cette carte de l'exotisme parisien. Également avec Fred Astaire. Voilà, c'est un motif fort, on va dire, de la fin des années 50, parce qu'on a Gigi en 58. C'est vrai. La France a vraiment le vent en poupe dans la comédie musicale de la fin des années 50. Et donc, il y a une série de thèmes que nous souhaitons aborder dans ce film. Mais déjà, le premier d'entre eux, dis donc Anna, est-ce que ce ne serait pas encore une comédie musicale backstage ? J'en ai bien peur, Fanny. Mais je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer encore une fois ce qu'est le backstage. Je vais simplement dire que le film se déroule dans le milieu du spectacle. Et d'ailleurs, en fait, dans le film original Ninotchka de Lubitsch, il se déroule absolument pas dans le monde du spectacle. C'est une histoire de vente de bijoux. Donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît en 55 lorsque cette histoire devient une comédie musicale, comme si le fait d'en faire une comédie musicale, on devait forcément le mettre dans le monde du spectacle. Il y a un truc un peu automatique, on va dire.
D'ailleurs, non seulement ça se passe dans l'univers du spectacle, mais il y a vraiment un numéro qui parle directement de spectacle et en particulier de cinéma. Je pense au numéro Stereophonic Sound qui intervient au moment où Steve et Peggy, alors Peggy, on n'a pas encore parlé de ce personnage, c'est un personnage de vedette américaine qui va tourner un film en France. Et alors Steve et Peggy pitchent leur projet de prochain film. Et donc ce numéro apparaît déjà dans la pièce originale. Dans la pièce originale, c'est un solo du personnage qui est interprété par Johnny Page dans le film et interprété par Gretchen Wheeler dans la pièce. Et ce numéro, donc, devient dans le film Fred Astaire, Johnny Page. Excellent numéro. Et je trouve que c'est une bonne idée. Déjà, en fait, c'est très rare de voir en fait, des duos humoristiques hommes-femmes. Et notamment, les personnages ne sont pas du tout en couple. En fait, il n'y a aucune notion d'amour ou de sexualisation de la chose. C'est juste un numéro comique entre un homme et une femme. C'est assez rare, je trouve. Oui, c'est très rare même, je pense. J'ai pas trouvé d'autres exemples, en fait, quand tu m'as fait remarquer ça. Et c'est rare aussi relativement pour Fred Astaire, quoique, si au début des films avec Ginger Rogers, il y avait toujours une dimension ludique à ces numéros, c'est vrai que le romantisme était également beaucoup présent, mais j'ai l'impression qu'au fil des années 50, ou à partir de la fin des années 40 peut-être plutôt, il se lâche un petit peu plus sur le côté comique. Enfin, on pense à Drum Crazy dans Easter Parade, qui est cette fois un solo, mais à un autre duo, on peut penser à Couple of Swell, où il est carrément grimé avec Judy Garland quand il joue des clochards. Un numéro pour lequel apparemment elle était très à l'aise et lui pas du tout, parce que c'était pas trop son truc. C'est le côté dandy de Fred Astaire. Pas très à l'aise avec de la poussière sur le visage. Bon, en tout cas, là, c'est plutôt un numéro comique assez sympathique. Et un numéro qui m'a semblé assez typique de la tendance à la comédie musicale à ne pas danser. Enfin, tu sais, tous ces numéros, un peu comme A Couple of Swell d'ailleurs, ces numéros qui intègrent des tas de mouvements, mais tout sauf de la danse, c'est plutôt de la pantomime. Ici, beaucoup de mimes, de bruitage, beaucoup de cabotinage. En fait, c'est tous ces numéros qui partent d'un univers extrêmement quotidien, en jouant avec le mobilier environnant, en faisant beaucoup de mimes, pour montrer que tout peut très simplement être empli par l'esprit d'entertainment. C'est un numéro aussi représentatif de cette tendance méta qui va caractériser les classiques tardifs des années 50, donc c'est-à-dire cette période où le cinéma hollywoodien se retourne sur lui-même. Et de grands classiques de la comédie musicale vont avoir cette tendance, on a déjà parlé de ça à propos de Chantons sous la pluie. Alors ici, c'est vraiment d'actualité puisqu'on va se moquer, donc dans cette comédie musicale du milieu des années 50, d'une tendance qui caractérise précisément le cinéma américain des années 50, à savoir cette surenchère dans le spectaculaire. Surenchère dans les innovations techniques avec l'écran large, le son stéréophonique et tendance qui va s'expliquer notamment par la volonté de contrer la concurrence de la télévision. Et ici c'est particulièrement savoureux parce qu'évidemment la comédie musicale a été un des genres principaux à se saisir de ces innovations tout simplement à cause de sa tendance naturelle au spectacle. Tu avais noté des changements dans les paroles du film par rapport à la version scénique. Exactement. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'adore les questions d'adaptation. Donc j'ai bien écouté les deux versions. Donc j'ai noté deux aspects. Le premier, c'est que la version du film a censuré les aspects les plus sulfureux, entre gros guillemets, du texte qui est chanté dans la pièce. Notamment, à un moment, il fait allusion à un bosom, donc les seins d'une femme, et lui, Fred Astaire, il chante mouth, donc la bouche. Il y a aussi les allusions qui ont été enlevées, sont les allusions aux fesses de Marilyn Monroe, puis au fait de voir Ava Gardner nue. Voilà, donc ça, le côté sexe... C'est pas possible. Le côté sexe a été retiré. Et ce qui est amusant aussi, c'est que dans le texte de cette chanson, dans la pièce, il y a des allusions donc à des stars du grand écran. Par exemple Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, et celles-ci ont été enlevées parce qu'il ne faut pas citer des stars qui ne sont pas des stars de la MGM. Marilyn Monroe qui à l'époque, pile à ce moment-là, une des plus grandes stars de la Fox, la MGM va pas citer une star de la Fox. Exactement, et de même dans la pièce, Daryl Zanuck, l'un des grands producteurs de la Fox à l'époque, est mentionné, mais évidemment dans le film, cette allusion a été retirée. On peut d'ailleurs noter que les paroles réécrites sont particulièrement réflexives. Dans le passage qui remplace celui sur Marilyn, il est ainsi fait allusion
par Fred Astaire à des acteurs qui, je cite, se cuddle cheek to cheek. Donc évidemment, mettre les mots cheek to cheek dans la bouche de Fred Astaire a une résonance bien particulière, ou encore de la même façon lorsque le pâté color est remplacé par le Métrocolor dans le film MGM, alors même que le Métrocolor apparemment n'est même pas un procédé spécifique. Ça veut juste dire que évidemment les films de la MGM sont développés à la MGM, mais dès que la MGM peut placer son propre nom, elle y va. Effectivement. Et de manière générale, en fait, le film moque beaucoup de tendances du milieu de l'entertainment américain, et notamment cette tendance à faire appel à des Européens pour alimenter les œuvres, mais comment dire, à les faire passer à la moulinette de l'entertainment et de Hollywood, quoi. Donc, comme on l'a vu, tous ces acteurs, ces réalisateurs, ce compositeur qui est un des personnages du film. Compositeur qui peut rappeler des compositeurs-interprètes comme José Iturbi, Oscar Levant, qui sont des grandes figures de la musique légitime et savante, mais popularisées à Hollywood. Dans Encore Away, on a donc José Iturbi qui va jouer des morceaux classiques, mais dans un rythme et une tonalité tout à fait jazz. Tout ça, ça nous amène à un point crucial, l'aspect idéologique du film. De quoi ça parle vraiment, en fait ? Disons que ça raconte une conversion à l'esprit de l'entertainment. On avait déjà mentionné ça quand j'avais parlé de Connecticut Yankee dans l'épisode sur les légendes arthuriennes avec le personnage de Bing Crosby qui a amené l'entertainment dans le royaume de Camelot. Comme quoi ça se retrouve quand même assez régulièrement dans les films musicaux de cette époque. Oui, c'est même, je pense, la matrice de tous les films musicaux de cette époque. D'ailleurs, peut-être, est-ce que c'est parce que c'est un film tardif que le processus est plus explicite, peut-être plus rodé, donc plus voyant, je ne sais pas. Non seulement le film est, je pense, très représentatif de ce processus, mais il y a vraiment un numéro qui me semble bien expliciter ça, et j'aimerais en parler en quelques phrases. Fais donc. De façon plus approfondie. C'est le numéro All of You. Donc c'est le premier duo dansé des personnages donc, de Sid Charisse et Fred Astaire, et ça intervient au moment où finalement Ninotchka va se laisser séduire par Steve. Et c'est vraiment amené tout en douceur dans la danse. Donc Fred Astaire commence par faire une apologie même du fait de chanter et de danser. Il lui dit mais tu n'aimes pas profiter. Ça, il lui reproche tout simplement de ne pas savoir profiter de la vie. Et il lui dit tu n'as pas parfois envie de te laisser aller et de danser. Et elle répond danser est une perte de temps. Donc évidemment dire ça à Fred Astaire c'est juste une très mauvaise idée. Et donc lui, il va faire la démonstration que danser, c'est un plaisir irrésistible. C'est dans la danse qu'on va avoir cette conversion progressive, parce qu'il va l'entraîner à danser, mais au début, c'est vraiment une danse qui va être faite de rupture du rythme et de reprise. Il l'apprend, elle se dérobe. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un move un peu typique de Fred Astaire, mais elle va avoir du mal à rentrer dans la danse. Et le moment où elle va vraiment commencer à s'abandonner, c'est un moment où il la tire vers elle et que son pied va se lever presque par mégarde, comme si finalement son corps réagissait avant son esprit à cette pression, cette attraction irrépressible de l'entertainment. Il s'ensuit une série de mouvements où voilà, il la lance, la retient, et finalement elle s'abandonne, donc moment classique où la musique s'amplifie avec l'abandon de la jeune femme, et bon, finalement la danse débute. Mais c'est vraiment cette entrée progressive et presque saccadée et presque même retardée dans la danse est symbolique, il me semble, de cette difficulté de Ninotchka à se laisser aller, et là encore, move classique de Fred Astaire, quand elle succombera enfin, c'est le moment où elle fait un cambré qu'il retient, et donc pour symboliser l'abandon du personnage féminin au charme irrépressible du personnage masculin. Donc vraiment, c'est dans la danse qu'il a progressivement vaincu cette résistance. Et la conversion à l'entertainment s'accompagne aussi d'un changement de féminité pour le personnage de Ninotchka, qui passe de très dur, strict et masculine, entre guillemets, à un personnage plus gracieux, plus élégant et plus féminin, entre guillemets aussi. On a presque un makeover classique où, en changeant de robe, elle devient brusquement sublime, comme si on n'avait pas vu que Ninotchka était sublime dès le départ. C'est vrai, ça fait un peu penser au makeover classique du cinéma américain.
Ça en dit long aussi sur la conception de la féminité à Hollywood, parce que clairement, elle passe juste de, si on peut dire entre guillemets aussi, travailleuse à futile. C'est vrai. c'est ce qui évaut de masculine à féminine. On peut pas s'intéresser à la politique et ça être pose des féminine. questions. Dans le musical scénique, donc, on avait une actrice allemande, donc Hildegard Knef, qui avait une voix très grave, en fait, proche de celle de Garbo dans le film original, enfin dans tous ses films, mais dans le film Ninochka, et un chant pas très élégant. Je pense qu'on lui a demandé d'avoir quelque chose de masculin, en plus elle était pas particulièrement chanteuse, et je pense qu'il recherche pas de la joliesse, en fait. Et je trouve que cette dimension est quand même moins présente avec le personnage du Sid Charisse, qui est quand même, on a beau, comme tu disais, l'affubler d'une robe vert kaki immonde, elle est quand même l'incarnation de la féminité, et elle peut pas, il y a un moment où elle peut pas faire semblant d'être autre chose que ce qu'elle est, donc elle a cette grâce, donc comment dire que la transition est peut-être un peu plus facile pour Sid Charisse que pour d'autres. Sur la question du doublage, ce qui est marrant, c'est que Sid Charisse aussi, elle est doublée dans le film, alors qu'effectivement, il n'y a aucune chanson qui requiert une quelconque voix, parce que ce qu'elle chante est à peine chanté. Enfin, il y a le contrepoint capitalistique, il y a la fameuse chanson dont on parlera dans quelques instants, mais il y a quasiment pas de chanson, et pourtant elle est doublée. Et là, pour le coup, c'est un doublage que je trouve extrêmement gênant, parce que comme ce qu'il chante est très proche du chant parlé, c'est juste hyper bizarre qu'elle ait une autre voix, je trouve. Elle a une autre voix, du coup, c'est très étonnant. Mais est-ce que Sid Charisse chantait faux ? Parce que même les trucs simples, on l'a fait doubler, donc c'est louche. J'ai du mal à m'imaginer qu'elle puisse chanter de façon tellement effroyable qu'il faille la doubler. Je suis d'accord, c'est très étonnant. Hein. Mais il y a des choix, enfin, Angela Lansbury qui est doublée dans The Harvey Girl, et Angela Lansbury qui c'est quand même une... qui sait quand même chanter, voilà. Là, au cas où. Mais il y a des choix qui sont faits, ça serait à creuser dans un prochain épisode, la question de la voix doublée. Effectivement, peut-être c'est plus souvent les femmes qui ont à subir ces doublages bizarres. Je ne sais pas. Oui, parce que je pense à un mec comme... Là, on est hors sujet total. C'est pas grave. On verra si on combien on en laisse. Non, mais je pense à un mec comme John Carson dans les comédies musicales de la Warner, les comédies musicales avec Doris Day. Il est doublé. Non, il est pas doublé, pardon. Alors qu'il chante pas bien. Il chante comme un mec qui parle, qui chante, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est intéressant. Donc, reprenons le cours de la discussion. Il y a un moment... vraiment très explicite où le personnage de Sid Charisse passe de ses habits stricts soviétiques à une robe sublimissime dans le numéro titre Silk Stockings. Donc elle danse tout en se déshabillant puis en se rhabillant, en revêtant sa nouvelle robe. C'est un numéro qui est absolument sublime. La chorégraphie, la mise en scène extrêmement fluide qui épouse les mouvements de Sid Charisse, c'est vraiment bon, j'adore. J'ai une question. Est-ce que tu sais si c'est un numéro qui était dans la version scénique ? Eh bien non. En fait, il y avait cette mélodie-là existait dans la version scénique, qui est très belle d'ailleurs, mais dans la version scénique, c'était un solo chanté par le personnage masculin en fait, qui faisait l'éloge des bas de soie, voilà. Mais c'était vraiment 1000 fois moins bien que ce qu'ils en ont fait dans le film. Parce que je me faisais la réflexion que ce genre de numéros, c'est vraiment aussi des numéros typiques qui vont montrer ô combien dans la comédie musicale, le mouvement du quotidien est proche du mouvement dansé. Et c'est quelque chose qui est vachement appuyé au cinéma plus que sur scène. C'est plus cinématographique. Puis donc, là, il y a vraiment un jeu de la caméra qui passe d'une pièce à l'autre, etc., qui marche, qui est pour le cinéma, quoi. C'est une scène de cinéma. Et alors, cette thématique du collant, on la retrouve, qui donne donc ce titre au film, on la retrouve un petit peu plus tard dans un numéro burlesque de Janice Page. J'ai jamais trop su comment lire ce numéro, à la fois sexy mais surtout comique. C'est un numéro qui s'appelle Satin and Silk et qui est aussi apparemment dans la pièce, tu me disais. Oui. Pourquoi les collants ? Parce que c'est quand même assez curieux, parce que ça parle assez peu de collants par ailleurs, ça parle plutôt de politique. Mais en fait, en revoyant le film au début, je me suis aperçue qu'au début, lorsqu'elle arrive dans l'hôtel, il y a une espèce de... Ouais, c'est dans l'hôtel, c'est bizarre qu'il y ait une vitrine dans l'hôtel. Bref. Oui, mais c'est dans l'hôtel, t'as raison. Lorsqu'elle arrive dans l'hôtel, il y a une vitrine avec des collants. Et Ninochka dit, c'est la première chose qu'elle dit en arrivant, comment une civilisation peut survivre quand les femmes sont autorisées à porter des choses comme ça. Donc vraiment, le collant est lu ici comme l'emblème de la décadence frivole du capitalisme. De l'Occident.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, le film va récupérer tout ça et ça va se terminer, en tout cas dans la stratégie d'exploitation de la MGM, avec des partenariats avec des boutiques de lingerie où on va avoir des énormes pubs pour le film dans les magasins de collants, puisque, évidemment... Il y avait déjà des marketeurs avec des idées brillantes à cette époque-là. Et ça, j'ai vu des photos, en fait, des vitrines, surtout à Londres, qui étaient aux couleurs de Six Stockings. Donc pour revenir sur la question du genre, il faut quand même noter donc, le sexisme absolument crispant de la chanson Without Love, qui était également dans la pièce, que Sid Charisse chante agenouillée devant Fred Astaire, où elle lui explique que... je vais essayer de traduire ce texte sans m'énerver. Une femme pour un homme, c'est juste une femme, mais un homme pour une femme, c'est sa vie. Voilà le super moral de cette chanson. Donc, mais c'est une dimension qui était absolument pas présente dans la comédie musicale sur scène, oui, parce qu'il y avait déjà cette chanson, mais pas du tout dans Ninotchka, le film originel. Donc pourquoi être allé ramener ça, vraiment, c'était pas utile. Et qui est d'autant plus saugrenu quand on regarde aussi la persona des deux acteurs. Enfin, oui. Déjà le fait que ce soit deux stars, donc il n'y a forcément pas cette inégalité. Je pense que c'est dur, on peine à y croire. Et aussi parce que Sid Charisse a toujours plutôt une image de femme fatale, femme forte. On pense que ce soit dans le ballet de Chantons sous la pluie ou de Tous en scène. Elle est moyen dans l'optique. Ou dans It's Always Fair Weather avec les boxeurs et tout. Enfin, bien vraiment, sûr, ouais. Il a, je sais pas qui a bugué, mais quelqu'un a bugué. et aucune preview ne nous a fait la réflexion de on faudrait enlever ce... Hélas, oui. Si je peux me permettre. Spectateurs de l'époque, vous auriez dû être plus vigilants. Il y a des numéros qu'on regrette, mais il y a des numéros qu'on aurait bien supprimés. C'est exactement ça. Et alors, un numéro au contraire beaucoup plus plaisant et beaucoup plus égalitaire d'ailleurs, c'est le numéro Fated to be Mated. Donc c'est une des deux chansons écrites expressément par Cole Porter pour le film. Et c'est vraiment un numéro qui prend le contre-pied de ce qu'on vient de dire précédemment, l'inégalité genrée au possible. Ici, au contraire, c'est un numéro de camaraderie qui va avant tout démontrer la complémentarité des deux membres du couple. Donc c'est une fois qu'ils sont ensemble, c'est même pas on est potes, du coup ça peut être un peu plus, c'est on est fait pour être ensemble, et ça va s'expliquer dans un numéro qui est tout sauf romantique au sens classique du terme, puisque c'est très entraînant, avec beaucoup d'acrobatie, très ludique, et en fait c'est un numéro qui se déroule sur 3 plateaux de cinéma, donc un numéro qui avance beaucoup littéralement dans l'espace. Encore un numéro très cinématographique du coup, parce qu'il y a des changements de décor. Et notamment de nombreux scoops pour permettre à Sid Charisse d'être alternativement parfois en jupe, parfois en pantalon. Vous regarderez avec attention, chers auditeurs, une fois de plus, scrutez l'autre jambe de Sid Charisse, mais vous verrez que parfois... en fonction des mouvements, elle est en robe et parfois en espèce de jupe-culotte. Afin qu'on ne voit pas sa culotte. À un moment, on la voit. Ils ont beau essayer, on voit toujours la culotte de Sid Charisse, écoute. Mais super transition avec la suite, puisque j'ai écrit le film est assez explicite sur la sexualité. En fait, c'est vrai, par exemple, la longue scène de discussion qui précède le numéro que tu as décrit longuement, All of You, où les deux personnages sont dans la chambre et ils parlent de la nature biologique, physique, du sentiment amoureux et de l'attirance physique en général. Enfin, un truc, c'est assez explicite. Et c'est même la seule fois, enfin, à ma connaissance, où Fred Astaire dit le mot sexe. Oui, Fred Astaire connaît ce mot et le dit même à l'écran. Ça, c'est notable. Mais c'est une dimension qu'on trouvait déjà dans le Ninotchka de Lubitsch. Et d'ailleurs, ces moments-là sont repris presque texto, en fait, du film de Lubitsch. C'est sûrement aussi le cas dans la pièce, mais vu que je n'ai pas accès au texte de la pièce, je ne sais pas. Mais voilà, ces discussions sur la chemical reaction. Donc, c'est Charisse qui explique que l'amour n'est qu'une réaction chimique et rien d'autre. Quand il s'assoit par terre, qu'il l'embrasse, qu'elle dit « that was restful » et qu'elle demande qu'il l'embrasse à nouveau, etc. Ça, c'est vraiment texto. Et dans l'ensemble, les dialogues sont très proches du film originel. Dans toutes les conversations, en fait, entre Ninotchka et Steve,
sur les différences culturelles, l'amour, Paris, enfin voilà. Je me souvenais plus non plus en revoyant le film que ça se clôt sur une réplique de Sid Charisse où elle reprend justement un élément de leur fameuse discussion sur le sexe, où elle explique qu'en URSS, lorsqu'on veut avoir une relation avec quelqu'un, on lui dit you come here, et c'est à la fin. À la fin, elle lui redit you come here. Elle lui redit ça. Et donc là encore, ça... On va dire ça ajoute de l'eau à notre moulin sur le fait que ce numéro très inégalitaire d'un point de vue genré arrive comme un cheveu sur la soupe n'a dans rien un à faire film là. Où elle est par ailleurs plutôt émancipée. Et entreprenante, et tout à fait. Alors un autre aspect complètement, disons, différent de ce qu'on a évoqué auparavant, c'est qu'on est vraiment, avec ce film, en 1957, à la fin de l'âge d'or de la comédie musicale. Et le film en est tout à fait conscience, puisqu'il y a le numéro The Ritz Roll and Rock, qui est aussi une chanson qui a été ajoutée par Cole Porter spécifiquement pour le film, qui raconte qu'on est à la fin d'une ère et que maintenant c'est l'arrivée du rock'n'roll. Dans la chanson, Fred Astaire dit les mots Around the Clock, donc clairement une allusion au tube de Bill Haley and the Comets Rock Around the Clock, qui est sorti en 1955, qui a été un carton et qui fait partie des premiers tubes du rock'n'roll. Comme si le rock'n'roll chassait un peu la comédie musicale en quelque sorte. Et d'ailleurs, à toute fin du numéro, on a Fred Astaire qui va écraser son chapeau haut de forme avec le plat de la main. Et ça, comment dire, c'est tout un symbole. Et d'ailleurs, c'est le dernier film que Fred Astaire a tourné avec la MGM. Et une des 2 dernières comédies musicales qu'il fait, puisque Funny Face, qu'on avait déjà évoqué, c'est la même année, c'est aussi 57. Donc le genre se clôt presque en 57. Bon, évidemment, il y a d'autres classiques tardifs, mais on va dire la période d'âge d'or oui, là, c'est la fin. Peut se terminer en 57 avec Fred Astaire. Et alors, il y a un dernier aspect qu'on souhaitait évoquer, loin des aspects genrés que nous aimons beaucoup, et aussi des aspects spectaculaires, il y a aussi les aspects comiques du film, avec notamment un trio de personnages comiques, ces fameux agents du RSS qu'il s'agit de ramener à bon port. Donc voilà, on a 3 compères qui, on va dire, qui sont pas très différenciés en termes de caractérisation. C'est juste leur, l'objet de ces personnages, c'est que ils sont à Paris, mais ils sont en Occident, ils ont pas du tout envie de rentrer en URSS. Et ces 3 personnages donc sont interprétés pour le premier par Peter Lorre. Alors ça, c'est quand même étonnant, hein. Donc c'est un grand acteur, lui aussi d'origine étrangère, d'origine austro-hongroise, qui est extrêmement connu pour avoir tourné M le maudit de Fritz Lang lorsqu'il était en Europe, puis ensuite, après avoir émigré, des films comme Le Faucon Maltais ou Casablanca, donc un acteur ultra célèbre, qui a fait seulement ce film comme comédie musicale. C'est très étonnant, je me demande comment il s'est retrouvé là-dedans. Et on a l'impression presque que le film va souligner cette incongruité de la présence de Peter Lorre dans le film, puisque le film se clôt sur un plan sur lui. C'est un peu compliqué à décrire le mouvement qu'il fait, mais en fait, dans la première danse du film, il faisait un espèce de mouvement qui singeait une danse russe en étant appuyé sur une table avec les coudes. Faut regarder pour oui, et puis il lève les jambes alternativement, un peu l'espèce de cliché de danse russe. Et il a l'air vraiment pas à l'aise, mais ça fonctionne justement à la fois parce qu'il a pas à l'aise et que c'est Peter Lorre, et aussi par rapport à son physique. Enfin, c'est très comique, c'est très visuel, donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais c'est très comique. On mettra une petite vidéo. Et donc c'est le mouvement qu'il reprend à la toute fin du film. C'est vraiment le dernier plan du film. Et on a donc les autres interprètes, on a Joseph Bulov, qui est un acteur d'origine lituanienne, et on a Jules Munshin, qui est quand même un acteur qu'on aime bien, parce qu'on l'a vu dans beaucoup de comédies musicales de la MGM. C'est souvent le 3e compère du duo Gene Kelly et Frank Sinatra, donc c'est le 3e marin de On the Town, et c'est le 3e joueur de baseball de Take Me Out to the Ball Game. Il apparaît également dans Easter Parade, aux côtés de Judy Garland et de Fred Astaire. Et voilà, c'est un second rôle récurrent, toujours second rôle comique, qui est abonné au rôle de personnage mal dégrossi, si je puis dire. C'était d'ailleurs un homme des cavernes. Il ressemblait à s'y méprendre à un homme des cavernes, selon Anne Miller, dans
Anderton. Donc lui aussi est d'origine étrangère. Il est né et mort à New York, mais ses parents sont des immigrés russes. Et dans ses rôles, il y aura toujours quelque chose qui restera de cette persona étrangère. Il fait aussi un personnage de juif dans Take Me Out to the Ball Game. Enfin, c'est jamais très explicitement dit, mais il y a toujours quelque chose qui, dans cet aspect de mal dégrossi, en fait, de Joel Manchin, qui est un peu lié à son origine étrangère, il me semble. Et donc ces 3 compères, clairement, ils apportent une grande part du comique dans le film, notamment à travers les numéros Too Bad et Siberia, avec des chorégraphies un peu approximatives aussi, comme tu racontais, c'est-à-dire pas vraiment très dansées, où c'est des mouvements comme ça. Alors on sait que Joel Manchin, lui, est capable de plus que ça, mais je pense que peut-être les 2 autres, voilà, on a un peu baissé le niveau des chorégraphies. Et 2 numéros qui, en l'occurrence, jouent sur l'antiphrase. Parce que c'est too bad, on peut pas rentrer en Russie alors qu'ils ont visiblement aucune envie de rentrer. Et genre, c'est chouette la Sibérie, quand en fait, ils savent qu'en Sibérie, ça va plutôt être le goulag. Voilà, dans l'ensemble, beaucoup de numéros comiques dans ce film, oui. Entre ces personnages et le personnage de Janice Page. Un film très drôle, tout simplement. Un film très drôle. Une comédie. Et pour l'anecdote, pour rester sur les comédiens, on a le comédien George Tobias qui, quand même, a été présent à la fois dans Ninotchka, il avait un petit rôle d'agent soviétique, et dans Silk Stockings, à la fois la pièce et le film. Il joue le rôle d'un commissaire également soviétique. À Hollywood, soviétique un jour, soviétique toujours. C'est magnifique comme conclusion, Fanny. C'est parfait. Mais bien, merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de All That Jazz. À bientôt.